temps. Donc, bienvenue sur ce premier webinaire des filles et des garçons de la tech. Alors, en introduction, juste un petit mot rapide. On est les filles et les garçons de la tech, une entreprise de conseil qu'on a lancée il y a maintenant un an avec alors, je vois qu'il y a un petit message, impossible de se connecter, la réunion est complète. Laura, je te laisserai regarder ça. On va essayer de débloquer les gens qui veulent se connecter. Et donc, on a lancé une nouvelle entreprise il y a maintenant un an avec la volonté de bouleverser un petit peu le modèle des ESN. Donc, on a un métier où nous, on est très spécialisé sur le DevOps, le cloud et notamment les sujets dont va parler Étienne. On a un modèle particulier parce que on a une organisation du travail qui est un petit peu différente. On laisse énormément de temps, notamment à la formation et la certification, pour apporter un maximum d'expertise à nos clients. Et donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et dans notre équipe, on a l'immense chance, dans notre équipe un peu élargie, on va dire, d'avoir Étienne auprès de nous, dans le board, qui nous conseille régulièrement dans le développement d'entreprise. Et donc, Étienne va se présenter sur ce webinaire. Voilà, Étienne, je te passe la main. Merci, merci Fabien. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et moi également, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier webinaire donc des filles et des garçons de la tech. Ça fait longtemps qu'on parle du cloud, cette informatique dans les nuages, qui a forcément beaucoup de mythes et qui cache certainement une réalité assez complexe. Ça n'empêche pas que le cloud aujourd'hui, on ne peut plus y échapper. Et c'est pour ça que donc, je suis vraiment aujourd'hui ravi d'être avec vous. Donc, je suis Étienne Aubourg, actuellement conseiller indépendant. Ce que je vous propose, c'est le déroulé suivant qui est relativement simple. Donc, très rapidement, je vais me présenter, que vous sachiez un petit peu qui je suis, pour ensuite vous parler de mes idées, de mes convictions que j'ai autour du cloud, et évoquer ensuite deux cas auxquels j'ai été confronté. Enfin là, c'est une partie de ma vie, hein, donc dans les grandes entreprises. Enfin, vous le verrez au fur et à mesure de la présentation. Donc, pour que ensuite on ait du temps pour les questions qui, je l'espère, auxquelles je pourrai répondre. Et bien entendu, Fabien sera avec moi si vous souhaitez en savoir davantage sur les filles et les garçons de la tech. Donc, qui suis-je ? Ça fait longtemps que je suis donc dans l'informatique. Vous voyez que depuis maintenant une petite vingtaine d'années, j'ai eu donc des expériences de DSI dans des grands groupes internationaux, donc avec AXA où j'ai été 9 ans, ensuite en Suisse chez UBS, donc à Zurich. Et ensuite à Londres, où j'étais le DSI donc, de groupe, hein, toujours de Compass, et plus récemment, donc jusqu'à août 2020 précisément, donc j'étais le DSI groupe de L'Oréal. Voilà, donc une carrière assez internationale avec la chance, c'est peut-être ce qui me caractérise, d'avoir pu travailler dans différentes industries, que ce soit la banque, que ce soit l'assurance, que ce soit restauration collective avec Compass, que ce soit donc tout ce qui est le domaine de la beauté, les fast-moving consumer goods, comme on dit avec L'Oréal, donc une grande diversité et bien entendu aussi une carrière internationale. Alors, quelles sont les quelques idées que je souhaite partager avec vous aujourd'hui autour du cloud ? Plutôt que des idées, parce qu'il y en a plein, moi je voudrais parler de conviction. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai vécu. La première conviction, ça va peut-être vous paraître pour beaucoup frapper au coin du bon sens, mais c'est bien important d'avoir tout ça en tête. C'est que si vous envisagez d'aller vers le cloud, dites-vous bien que ça va prendre du temps. Il faut y aller étape par étape. Alors, bien entendu, ça dépend des environnements, mais les enjeux que sont donc une migration vers le cloud
sont toujours des enjeux de production, il y a toujours des enjeux de continuité qui sont forts. La pression est là pour être sûr que la prod, le run continue quoi qu'il arrive. Donc c'est comme beaucoup de choses, il vaut mieux se faire la main, par exemple, avec certains sujets qui sont moins à risque. Je peux prendre l'exemple de tout ce qui est disaster recovery, transfert d'un environnement de backup. On en reparlera par la suite, mais bon, ça peut avoir un impact immédiat. Et plutôt que d'avoir 2 environnements, dont un backup dans un data center, enfin moi c'est ce que j'ai fait, démarrer, basculer un environnement donc, pour avoir assuré la continuité en cloud, c'était une bonne façon de démarrer, de se faire la main, sans mettre quoi que ce soit à risque. Il y a plein d'autres exemples. On peut parler aussi des environnements de développement ou des environnements de test. Là aussi, ça dépend de qui vous êtes et de quels sont les projets et votre stratégie. Mais ça vous permet de ne pas prendre de risques parce que en tant que DSI, moi j'ai toujours été confronté à d'un côté ce besoin d'innovation et d'aller vers l'avant, mais de l'autre aussi de garantir la continuité simplement du service au quotidien. Enfin, ce sont des choses que j'imagine pour la plupart d'entre vous, vous savez bien entendu. Deuxième conviction, alors Fabien l'a évoqué tout à l'heure, et puis tu pourras peut-être en parler aussi, mais bon, c'est clair que le DevOps et le DevSecOps, pour moi, c'est vraiment un impératif pour réussir. Avec le DevOps, on a cassé le mur entre le développeur et l'administrateur système, ou le responsable de prod, hein, si vous voulez. Je pense que le DevSecOps y a intégré les équipes de sécurité informatique. Ça, pour moi, c'est génial, parce que ce qu'on veut, c'est garantir des cycles de développement qui soient rapides, qui soient fréquents, et surtout sans être retardés par des méthodes de sécurité qui parfois, je l'ai vu, hein, et ça existe encore beaucoup, peuvent être dépassées, hein, qui peuvent même potentiellement compromettre, voire annuler les avantages d'un bon projet DevOps. Donc, si on ne prend pas bien en considération ces problématiques de sécurité, qui ne vont pas aller en diminuant, vous le savez. Donc, pour moi, ça c'est ma deuxième conviction, avoir ces compétences, alors idéalement en interne, c'est vraiment un avantage, voire une garantie de succès pour pas simplement pour les projets, pour les programmes, mais si votre stratégie cloud, si vous voulez y aller vraiment court, moyen et long terme, avoir ces compétences en interne, ou si pas possible, avoir accès à ces compétences, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ma troisième conviction, c'est qu'il faut choisir, c'est comme toujours, c'est comme beaucoup de sujets dans ces problématiques de technologie et d'informatique. J'allais dire, ce sont les bons hommes, enfin les femmes et les hommes qui vont faire que ça se passe bien. Alors, je ne parle pas forcément du cloud provider, on va parler d'Azure, on va parler d'AWS, mais quand vous migrez vers le cloud, surtout quand c'est des sujets et des migrations auxquelles vos équipes, les équipes en interne, n'ont pas encore été confrontées, ça risque d'être compliqué si on veut faire ça tout seul. Donc, et c'est vrai, quel que soit, je dirais, le cloud provider, enfin moi je l'ai vécu, hein, je vous en parlerai, hein, avec Microsoft ou avec Amazon, mais même si ces grands groupes, et il y en a d'autres, hein, ont capacité, ils vous le disent, à s'engager, à vous aider à vos côtés, n'hésitez pas à choisir quelqu'un qui va vous accompagner dans cette migration. Je n'ai pas de nom à vous donner parce qu'ils sont nombreux, mais je dirais que le bon partenaire, c'est toujours celui en qui vous avez confiance. Idéalement, si vous le connaissez, si vous connaissez, c'est quand même beaucoup mieux. Quand j'étais en Angleterre, par exemple, je vous parlais de la migration qu'on a fait sur AWS. Je peux vous garantir que le choix du partenaire donc pour faire cette migration vers AWS, là c'était un environnement d'ERP, ça a pris du temps. On en avait beaucoup parlé avec AWS. On voulait être certain d'avoir les bonnes compétences. On voulait être certain d'avoir la confiance. Mais à la fin, c'est ce qui a fait, vous le verrez, donc le succès du programme. Donc, n'hésitez pas aussi, donc, demander à votre cloud provider, si c'est le cas et si vous pouvez le faire, qui vous conseille sur ces sujets-là, parce que ça peut être aussi, ça peut être très utile. Alors, pour la formation, là, c'est ma conviction numéro 4.
parfois, on envisage des raccourcis parce que les équipes prétendent savoir. Je me suis toujours méfié de ça aussi, surtout dans des équipes qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas été confrontées au cloud. Je pense qu'on ne peut pas éviter donc d'avoir une formation solide pour les équipes. Pour moi, le cloud, ce n'est pas qu'un projet, c'est vraiment une stratégie d'entreprise. Donc, je le disais, qui va exiger de la compétence en interne, mais sur le court, le moyen et le long terme. Et ce n'est pas simplement sur un projet spécifique qu'il faut se former, mais c'est aussi sur la capacité à piloter un environnement ou plusieurs environnements dans le cloud. Bien entendu, il faut les compétences techniques, on en parlait, mais il faut aussi des compétences architecturales, il faut des compétences achats, il faut des compétences juridiques, il faut du vendors management. Donc, idéalement, là aussi, plus on a ces compétences en interne, ou alors avec des partenaires vraiment de confiance, plus on est en mesure vraiment de déployer sa stratégie cloud avec succès dans la durée. Et là, on arrive à la conviction numéro 5, c'est le point qui est quand même très important. Avant de se précipiter vers le cloud, je dis que c'est évolutif et ça s'adapte en fonction des aléas, est-ce que les questions qu'on se pose, et enfin, c'est quand même des questions de base, mais est-ce que vous êtes clair sur votre stratégie applicative? Quelles sont les applis que je devrais décommissionner? Quelles sont les applis que je devrais juste maintenir, mais sur lesquelles je ne veux pas investir? Et quelles sont les applications, je dirais les applications du futur, où vraiment, oui, je vais aller investir dans le cloud? Donc, il faut se poser ces questions. Il faut se poser ces questions également en termes de risques. Quels sont les risques? Quels sont les joyaux de l'entreprise que je dois absolument protéger et préserver? Et à ce sujet, il n'y a pas une approche du cloud. Il y en a une infinie. Enfin, c'est infini, mais on peut avoir différentes approches avec, par exemple, une stratégie IaaS, donc Infrastructure as a Service, donc sur l'infrastructure, en full cloud, afin d'avoir un impact, ce que j'appelle du lift and shift, directement en termes d'économie. Ça marche, ça permet d'aller vite, ça permet de gagner en confiance, ça permet de réduire des coûts de tout ce qui est hosting donc chez Pierre, Paul ou Jacques. On peut faire aussi du cherry picking, mais là encore, tout dépendra de vos objectifs initiaux. Donc, je pense que les objectifs, ils évoluent forcément avec le temps. Ce qui est important pour moi, donc, quand on est face au cloud, parce que toutes les entreprises sont face au cloud, on en parle beaucoup, mais je considère qu'aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui ont vraiment une stratégie cloud. Il faut créer un buzz, et un buzz qui soit positif. Donc, sans dogmatisme, mais qui permette à chaque fois d'engranger des succès et d'ouvrir l'appétit, que ce soit les équipes informatiques en interne, que ce soit du business, pour que ça soit évolutif et qu'à terme, très vite, ça soit l'utilisateur qui reconnaisse et qui voit, entre autres, au-delà de tous les gains pour l'entreprise, l'avantage qu'il a donc à pouvoir aller vers le cloud. Donc, ces sujets, si c'est fait et bien fait, ça vous permet quand même rapidement, et moi ça a toujours été mon objectif et c'est ma conviction numéro 6, d'aller sur des gros projets. L'avantage du cloud, un des avantages du cloud, c'est qu'on peut vraiment basculer, je veux dire, sans risque, avec du volume et des volumes qui sont extrêmement importants. Donc, c'est ce qu'on appelle le at scale, donc vraiment à l'échelle. Donc, oui, on peut se faire la main avec quelques serveurs, mais l'intérêt, c'est d'avoir en tête que c'est vraiment les gros environnements de production qui vont faire la différence. Je vois trop de DSI, encore aujourd'hui, y aller un peu à reculons. Souvent d'ailleurs, parce qu'ils en sont dissuadés en interne. Enfin, je n'ai pas peur de le dire, les équipes que j'ai dû convaincre en premier, ça a été mes propres équipes IT en interne, qui, pour des tas de raisons, m'expliquaient régulièrement que non, il ne fallait pas y aller, que non, il n'y aurait pas de gain, que non, ça n'améliorerait pas la sécurité, mais au contraire, ça crée des risques, et que sais-je. Je pense que les faits
les faits ont prouvé que ce sont des excuses. Et je suis convaincu que lorsqu'on commence à migrer vraiment des gros sujets, je prends toujours l'exemple des ERP, parce que je l'ai fait, c'est quand même assez extraordinaire. Et là, les gains qui sont engrangés pour l'entreprise sont absolument infinis. Ça nous amène à la conviction numéro 7. Bon, le cloud, vous savez, il y a le IaaS, il y a le PaaS, donc Infrastructure as a Service, Platform as a Service, et le SaaS, Software as a Service. Donc, j'ai parlé d'infrastructure as a service, où là, on peut basculer toute son infrastructure vers le cloud. Et c'est ce qui se fait, il y en a beaucoup qui le font avec succès. Je l'ai moi-même poussé en interne, et ça permet de basculer son infra et tout de suite d'engranger des gains, que ce soit en termes d'automatisation, en termes de coûts. Moi, typiquement, c'était 20-25%, c'est pas négligeable, même si au début, personne ne voulait le croire. Donc, c'est bien. Le SaaS, donc Software as a Service, c'est évident dans la mesure où on prend juste un abonnement sur une appli qui est logée à l'extérieur, quoi. En revanche, le risque du software as a service, pour les business qui s'y abonnent, c'est ce que j'appelle le shadow IT, l'IT qui impacte l'entreprise, mais sans être sous le contrôle des équipes internes de IT de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup d'applications qui sont en mode SaaS, mais qui n'ont pas été bien architecturées, qui ont été mises en place par le business, et sans un contrôle ou un engagement donc, des équipes en interne. Et toujours, tôt ou tard, la question de la sécurité de ces applications va être posée. La question, une fois de plus, de l'architecture, comment relier les clients au CRM, comment créer de la loyalty, que sais-je, sachant que tout ça, ça n'a pas été évoqué lorsqu'on s'est abonné en SaaS sans avoir impliqué les équipes informatiques. Quid de la continuité, quid de la résilience. Donc le SaaS, c'est pratique, c'est bien, mais il faut absolument qu'il y ait un vrai process interne avec une validation de l'architecture qui permette de s'assurer que les bonnes compétences sont impliquées, même si c'est uniquement du SaaS, pour la mise en place donc, du contrat, quelle que soit l'entreprise avec laquelle on va pouvoir travailler. Le PaaS, en revanche, donc Platform as a Service, là, ça peut créer un vrai, donc cet environnement qui est mis à disposition des développeurs de l'entreprise, ça peut me permettre donc vraiment d'avoir mes développeurs qui créent leur propre avantage compétitif tout en bénéficiant donc de ces plateformes qui sont mises à disposition. Là aussi, il y a beaucoup de risques. On parle de containerisation, etc. Enfin, donc, c'est des sujets sur lesquels, entre autres, les filles et les garçons de la tech travaillent beaucoup et peuvent vous apporter beaucoup. Mais là aussi, il faut être vigilant parce que si ce n'est pas bien architecturé, si l'application n'est pas bien mise en place, on peut se retrouver parfois dans des situations dans lesquelles on n'a pas envie de se trouver, donc en mode passe. Je suis convaincu que c'est là qu'on peut développer un avantage compétitif, mais là aussi, surtout, faites-le vraiment avec la bonne compétence, avec le bon niveau d'implication pour vous assurer de ne pas vous créer des problèmes à terme lorsque vous aurez envie éventuellement de changer d'environnement. L'autre conviction, donc vous voyez ma conviction numéro 8, c'est que la question du cloud, beaucoup on parle c'est souvent posé, est-ce que c'est public, est-ce que c'est privé, est-ce que c'est hybride ? Moi, pour ma part, j'ai toujours préconisé une vision de cloud first. Donc la stratégie à terme, j'en suis convaincu, c'est que 90% du cloud sera multipublic. Je ne sais pas combien de temps on mettra pour y aller, mais on voit qu'aujourd'hui, on y va, ça va beaucoup plus vite que ce que j'imaginais il y a encore quelques années. Le grand débat actuel, moi je le vois surtout en Europe, il y a d'un côté, bien entendu, le respect de la législation, qu'il ne faut pas oublier, à commencer par tout ce qui est RGPD. Donc, et c'est normal, ce RGPD qui cherche à protéger donc, les données à caractère personnel de tous les citoyens. C'est aussi en ce moment, et il ne faut pas l'ignorer, toutes les discussions qui sont autour du cloud de confiance pour des questions de souveraineté digitale. Et on voit beaucoup de mouvements d'ailleurs en ce moment avec certains des GAFAM qui cherchent
à créer des sociétés avec une majorité européenne ou française, hein, pour garantir justement la sécurité des accès aux données, quelle que soit la situation. Là encore, je ne suis pas devin en la matière, hein, c'est clair. Mais moi, ce que je vois en France, là je parlais un peu de la France, c'est qu'au-delà des GAFAM, bon, même si j'ai travaillé avec ces GAFAM, il y a une richesse qui est quand même assez extraordinaire. Hein. Et une fois de plus, bon, je vais donner quelques noms, mais il y en a plein, enfin, à commencer par Dassault Systèmes ou Scaleway ou les services d'opérateurs tels que, bon, il y a Orange, Bouygues, SFR, Clever Cloud, on a OVH, bien entendu, on a l'initiative franco-allemande avec Gaia-X, je ne sais pas où ça va aller, mais toutes ces sociétés françaises, au-delà des GAFAM, moi je suis convaincu, sont amenées à se développer grâce et dans le cloud. Le marché du cloud, et gardez bien ça en tête, hein, il est estimé, et là il y a plusieurs études qui le corroborent, d'ici à 2030, ça sera environ x10 par rapport à là où on est aujourd'hui. Donc c'est quand même colossal. Pourquoi? Parce que ça procure une infinité de services à tous les business. Donc c'est ma conviction numéro 9. C'est peut-être je dirais la partie la plus fascinante du cloud. Il y a bien entendu toute cette partie technologie, parce que quand on est un techos et qu'on rentre dedans et qu'on voit tout ce qu'on peut faire, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Mais quand on se positionne du côté des entreprises, du côté business des entreprises, clairement, et beaucoup d'entreprises l'ont déjà compris, hein, ça va très vite, le cloud permet d'inventer des nouveaux modes opératoires. Et c'est ça qu'il faut expliquer au business. Ça permet de créer des nouveaux business models. Et là c'est infini. Donc, je ne parle pas simplement d'applications dans le cloud, mais la capacité que le cloud, d'un côté, peut fournir donc cette capacité informatique quasi infinie à des coûts toujours de plus en plus compétitifs, et ça continuera à aller dans ce sens-là. Mais d'autre part, ce qu'on voit, c'est que toutes les industries donc, sont impactées, et les grands leaders, donc quand vous voyez industrie par industrie, l'ont compris, ça, on va vers un monde de plateformes. Donc, ces plateformes technologiques, ça a commencé avec les Google, Facebook, Amazon, etc. Mais on voit des industries comme les banques. Je veux dire, une banque aujourd'hui, c'est une plateforme informatique. Hein, ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais on a la mobilité. Regardez cette plateforme mondiale qui a été créée par Uber. Les plateformes dans tout ce qui touche le domaine de la musique, donc avec Spotify, l'hôtellerie avec Airbnb. Regardez ce qui est en train de se passer. Là, ce n'est pas encore joué avec l'automobile. Comment ces plateformes aussi donc mondiales et qui seront les grands gagnants de demain, je ne le sais pas, mais c'est en train de se jouer. L'aviation, même chose avec Airbus et sa plateforme qui est juste gigantesque. Donc chacun des leaders veut construire sa plateforme. Bon, pourquoi? Parce qu'ils veulent accélérer donc leur accès au marché. Donc ce marché donc, qui est potentiellement mondial. Ça leur permet d'accélérer aussi, quand ils l'ont, le leadership donc dans les domaines du e-commerce, et puis de développer des services en ligne, des nouveaux modèles, etc. Donc c'est infini. Tout ça va aller en accélérant. Et sincèrement, je pense qu'on n'en est encore qu'au tout début. C'est sûr que ça pose beaucoup de questions, donc, en particulier sur tous les sujets qui sont liés, entre autres, à la cybersécurité. Hein, on le voit bien, et la pression ne va pas aller en diminuant. L'impact aussi, et ça je vais en parler, c'est ma conviction numéro 10, donc sur la planète. Quand on parle d'une informatique responsable, c'est pas juste du blabla, enfin ça c'est fini, je veux dire, on a la COP26 hein, qui va, vous le voyez tous dans la presse, vous l'entendez, qui va arriver bientôt. Moi ce que je vois, et une fois de plus, là je suis juste simplement un témoin, c'est que de plus en plus d'entreprises s'engagent pour des modèles qui sont vraiment des modèles économiques qui sont plus durables. Donc ma conviction numéro 10, c'est que la RSE donc, est ou est en train de devenir, et pour ceux qui ne sont pas encore, va devenir une boussole pour la majorité des entreprises. Quand on voit les risques
qui pèsent aujourd'hui sur l'humanité, sans tomber dans le catastrophisme, ce n'est pas mon propos, mais bon, vous le savez, hein, le climat, la biodiversité, les pandémies, la cyber, sans parler d'exclusion, etc. On a beaucoup de leviers qui sont donnés grâce au cloud. Donc, il y en a quelques-uns, mais les deux principaux pour moi, c'est d'un côté, et là aussi je reste prudent, mais quand même, cette réduction de l'empreinte carbone, il faut qu'on en parle, parce que les grands du cloud y vont et se sont comités, donc c'est à suivre. Hein. Une fois de plus, on va voir ce qui va se passer, mais c'est vraiment très, très fort. Et puis le deuxième sujet, c'est plus un sujet à titre personnel, où chacun d'entre nous, donc, j'en suis convaincu, doit aussi avoir, je vais dire simplement, un comportement responsable en tant qu'utilisateur. Je pense là-dessus d'ailleurs que les jeunes générations sont en train et vont nous apprendre énormément de choses parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire et on va apprendre beaucoup d'eux. Donc je trouve ça absolument passionnant. Donc voilà un peu sur ces quelques convictions que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, je voudrais prendre deux cas. Donc, le premier cas, hein, c'est leader mondial de la restauration collective. Si vous regardez mon parcours et nos expériences, vous noterez que j'ai, entre autres, travaillé pour une société qui s'appelle Compass, donc, qui est le leader mondial, le numéro 1 mondial hein, de la restauration collective. On a Sodexo en France, hein, qui est numéro 2, et Compass est le numéro 1, dont le siège est basé à Londres. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à ce qui s'est passé donc, quand j'étais chez Compass, le groupe hein, est un groupe qui est mondial. L'ordre de grandeur et quelques chiffres pour que vous ayez ça un peu en tête. Compass, une fois de plus, c'était il y a quelques années, hein, donc ça reflète pas les chiffres d'aujourd'hui, ni même de l'année dernière, c'était avant Covid. Donc, mais donc, c'était environ 5 milliards de repas servis par an, 5 milliards. Plus de 500 000 employés dans le monde, donc c'était juste colossal. Et les lieux où les repas sont servis, donc que ce soit les cantines, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, tout ce qui touche les événements sportifs, les stades, etc., il y avait environ 50 000 lieux dans le monde où donc les repas étaient servis donc par toutes les sociétés donc, du groupe Compass. Donc le challenge, maintenant j'en reviens au sujet du cloud, c'est qu'on était face à une très très grande hétérogénéité, des problèmes de qualité de service, des coûts qui allaient franchement dans la mauvaise direction. On n'avait pas un réseau, un WAN donc mondial sécurisé, donc c'était pas à disposition. Et clairement, donc il y a quelques années, ces problématiques de sécurité, on les voyait venir, mais on n'était franchement pas à l'aise et il fallait qu'on les adresse parce que, comme beaucoup d'entreprises, ça devenait vraiment extrêmement stratégique. Donc en 2014, ça fait un petit moment déjà, c'est là où la décision a été prise. Donc on a décidé, ça a pris du temps, hein, les équipes ne voulaient pas y aller, mais on migre et la décision a été prise pour marquer un fort aussi, de migrer nos environnements ERP, donc on était sur SAP, hein, donc vers le cloud. Donc le gros du travail, ça a été une fois de plus, convaincre les équipes en interne. Et pour ce faire, le but, ce n'était pas de faire un big bang, parce que je ne voulais pas prendre de risques et je ne voulais pas mettre l'entreprise à risque, mais c'était de faire un POC qui soit vraiment significatif pour l'entreprise. Et là aussi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui y a cru, et c'était l'équipe indienne. Donc, on a fait un POC en Inde, ils étaient volontaires, ce n'était pas un des plus gros pays. Donc, je savais qu'on avait la compétence technique. En Inde, on avait vraiment, il y a beaucoup de compétences, hein, vous le savez, au niveau IT. Donc, on était fort en Inde, donc technologiquement, c'était solide. Et donc, on a basculé donc, ce POC, et en 2015, tout le RP, donc ECC6, HANA Database sur Amazon, AWS, donc, et qui était basé à Singapour. Et là,
ça a commencé à créer le buzz. Parce que immédiatement, tout ce qui était qualité de service, ça a été amélioré. Immédiatement, les bénéfices, et là, c'était le CFO, hein, le patron de la finance du pays qui le disait. Donc, Ali, mais c'est absolument génial. D'un côté, on voit les bénéfices, de l'autre, ça permet de créer des automatismes. Les CFO, on avait fait tout un modèle donc, pour suivre le tracking au niveau des coûts. Donc, ça a permis de créer ce buzz. Et tout de suite derrière, quand ce buzz donc, est créé, sachant que la décision, une fois de plus, de migrer dans le cloud, de principe avait été prise, on a continué. Et là, je suis allé en Amérique latine. Donc, le Chili, l'Argentine, ce n'étaient pas encore des très gros pays. Là, c'était quand même 9500 employés, hein, à peu près, ou environ 10 000. Donc, toujours SAP, ECC6, ECC6. Et là aussi, on a créé un deuxième succès donc, en Amérique latine. Donc là, ça a commencé à faire plus de bruit. Ce qui fait que les autres petits copains dans les autres pays commençaient à se sentir un peu sur le banc. Et tout de suite, le Brésil est venu. Le Brésil, hein, en Amérique latine, c'est le gros pays, hein, c'est énorme. Et le Brésil est venu, donc là, c'est environ 30-35 000 employés. Et on y est allé, donc on a basculé la plateforme. Alors, on a commencé d'abord toujours sur Amazon. Hein, on avait choisi Amazon comme partenaire. Tout ce qui était disaster recovery, on avait un hosting chez un provider qui était local donc, au Brésil, qui nous coûtait une fortune. On est sorti de ce provider, donc cette colo, et on est allé directement sur Amazon. Et on est allé sur Amazon directement aux US. Et là, c'était même pour cette partie donc, de DR, on a fait ce qu'on appelle du lift and shift, ce qui nous a permis de le faire assez rapidement. Donc ça a continué. Donc 2017, tout ce qui était Afrique, Middle East, Africa, donc s'est déroulé. Et dans la foulée, les grands pays européens, donc, et je vais conclure là-dessus avec le UK qui est le pays mère, hein, c'est la maison mère, hein, c'est le siège de Compass, qui a donc basculé son ERP avec de sacrés challenges, entre autres des systèmes de payroll qui étaient très très compliqués. Mais ça s'est vraiment fait avec succès. Et aujourd'hui, je pense que Compass au niveau mondial est un des très beaux clients mondiaux, donc dans le cloud, avec tout leur ERP SAP, donc chez Amazon. Alors, ce qu'on a appris dans tout ça, c'est, donc on l'a fait par étapes, hein, ça a commencé en 2014, tout n'est peut-être pas encore complètement migré d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a encore des endroits où les États-Unis, je crois, étaient en cours, etc. Mais donc, vous voyez, on est en 2000, enfin, je crois que c'était l'année dernière, donc, mais grosso modo, ça a pris 4 ou 5 ans, quoi. Donc, des risques minimums au démarrage, donc d'époque, donc ce que je disais, où quand on a l'occasion, on a besoin de faire de hardware refresh, et ça va vous coûter une fortune, c'est peut-être le bon moment de se dire, plutôt que d'aller racheter tous ces équipements et de mettre ça dans mes data centers, pourquoi pas basculer sur le cloud. Donc, il y a toujours des moments, des opportunités qui sont pertinents pour basculer dans le cloud. Il faut trouver ces bons moments, ne pas avoir peur de faire du lift and shift si c'est nécessaire, et petit à petit, donc, créer la confiance, et puis la compétence qui vont se renforcer. Donc, mais le résultat de ça, c'est qu'une fois que les équipes sont convaincues, tout ça va en s'accélérant, et très vite, on arrive donc à mettre en œuvre vraiment d'une façon très concrète ce que j'appelle cette cloud first strategy, donc le cloud par défaut. Donc maintenant, on va d'abord dans le cloud, sauf à ce que, et ça peut arriver, hein, pour X raisons, on décide de ne pas y aller, mais ne pas aller dans le cloud, ça devient l'exception et non pas la règle. Alors, quelques conseils là-dessus, et moi c'est ce que j'ai appris aussi, hein, c'est la nécessité de faire des tests. Donc, faites des tests quand vous avez votre projet, etc. Surtout testez, parce que vous risquez d'avoir, même si vous avez bien tout préparé, d'avoir des surprises. L'exemple, moi, très concret, où j'ai vécu un week-end un peu douloureux, c'était la migration dans le cloud. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre, entre autres, la migration des données. Donc, là aussi, faites bien attention au temps que cette migration des données
va prendre. Ça a été une des surprises et on a réussi à le résoudre, mais enfin, ça n'a pas été, un long fleuve tranquille, hein, c'est bien au contraire. Autre chose aussi, il y a toujours des systèmes périphériques qui ne sont pas forcément, donc moi je parlais des ERP, mais quels sont ces systèmes périphériques que vous devrez, pour une raison ou une autre, même si vous ne les avez pas identifiés au départ, migrer également. Donc, donnez-vous aussi cette flexibilité d'avoir des migrations qui sont peut-être plus larges que vous ne l'auriez imaginé au départ. Et puis là encore, j'insiste, quelle que soit votre situation, que ce soit local, que vous soyez une petite entreprise, une ETI, je vous parle d'un grand groupe là, mais en fait, vous voyez que ce grand groupe, c'était beaucoup de petites entreprises qui étaient dans différents pays. Donc en fait, le grand groupe serait souvent la somme de beaucoup d'entreprises qui sont délocalisées, mais qui rapportent tous à la même tête, quoi. Donc, mais là aussi, choisir le bon partenaire pour vous, donc qu'il soit local, qu'il soit régional, qu'il soit global, mais faites très attention à ça. Alors, pour les bénéfices, j'en ai un petit peu parlé, mais là, je voudrais vraiment témoigner. Et je vais commencer par les coûts, même si ce n'est pas forcément la raison principale pour laquelle on va dans le cloud, mais c'est toujours du 20-25%. Moi, je me souviens très bien des premières discussions que j'avais eues, c'est sur le cas numéro 2 avec les équipes, qui m'expliquaient mordicus que non, ce n'était pas possible de faire des économies, mais que si on était à coût égal, ça serait déjà un grand succès. Et là, il faut tenir bon, quoi. Je veux dire, le cloud vous permet de faire des coûts, mais absolument, moi je vous dis 25-30%, c'est sans problème, quoi. Là aussi, attention à l'architecture et attention à la manière dont vous irez dans le cloud. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Tout ce qui est DR, donc tout ce qui est plan de reprise d'activité, donc disaster recovery, là aussi, ça vous permet de simplifier. Vous pouvez localiser ou passer de local à régional. Vous pouvez faire des tests d'une façon beaucoup plus rapide. Donc, vous avez ces flexibilités d'usage, hein, enfin, pour ceux qui connaissent un peu le cloud, ce qu'on appelle le pay-per-use. Donc, c'est un peu comme mon électricité, quoi. Je paye ce que je consomme. Et entre autres, pour des environnements comme les environnements de test, c'est absolument génial. Donc, on peut optimiser sa capacité donc, en fonction des besoins. Et quand c'est bien, une fois de plus, avec la bonne compétence, quand c'est bien ajusté, ça vous permet d'avoir un impact absolument colossal sur vos coûts, tout en ayant une agilité que moi, en tout cas en ce qui me concerne, que je n'avais pas avant et que je n'étais pas capable d'avoir avant. Donc voilà, ça c'était pour le cas numéro 1. Maintenant, on va parler du cas numéro 2. Donc le cas numéro 2, donc un leader mondial dans tout ce qui est produits de grande consommation. Au hasard, donc on va parler de la beauté, hein, et parce que vous savez que mon dernier job, bah, c'était DSI chez L'Oréal. Et là aussi, pour vous donner un peu quelques éléments de contexte, bon, là aussi, c'était avant le Covid, hein, donc les chiffres que je vous donne, c'était plutôt en 2019, mais l'ordre de grandeur, on n'était pas loin en chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros, 36 marques mondiales, régionales, enfin, donc implantation dans 150 pays, une recherche très forte avec 1 milliard dans la recherche. Donc, un leader digital, mais dans le marketing digital, mais en revanche avec la nécessité, parce qu'on le voyait venir, donc de se projeter dans le monde de demain. On voyait ce monde de plateformes arriver, et donc on se disait, bah là, nous, le sujet, c'est le monde de la beauté, mais cette beauté, demain, les leaders, donc ça s'appuiera sur une plateforme technologique. Donc, et vous entendrez parler, donc tout ce qui est cette beauty tech, cette plateforme que L'Oréal est en train de construire. Donc, mais comment, en faisant ça, réduire l'empreinte locale? Comment être capable de grandir à l'échelle avec, une fois de plus, une grande hétérogénéité? Comment améliorer les performances des ERP qui étaient locaux aussi, et puis à terme, parce que le vrai sujet, il est là, hein, comme on le sait, c'est tout ce qui est le sujet de la donnée, hein, le big data. Donc voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fixé une ambition.
Alors, une ambition, c'est pas un objectif, c'est pas des KPIs, mais on s'est dit qu'à terme, et je pense qu'ils vont y arriver, hein, enfin, 90% des serveurs donc, seraient dans le cloud public. Sans se donner d'années, hein, mais l'ambition, c'était 90% des serveurs dans le public et une réduction des coûts, alors à périmètre équivalent, hein, on ne parle pas de nouvelles applications parce que c'est toujours ambigu, il faut être, mais quand même 25 à 30%, donc quand on regardait le ASIS, hein, donc, dans un périmètre équivalent. Et puis après, c'est pareil, on s'est fixé une roadmap et ce qu'on a refait, c'était quand même pas très loin de ce qui s'était passé chez Compass, parce que bah là, j'ai cherché une équipe qui était volontaire. Il s'est avéré que c'était le Mexique. Donc, on a fait un POC avec le Mexique. Donc, petite dizaine de serveurs, hein, le choix du partenaire, donc le cloud provider. Donc, vous vous souvenez, mon expérience chez Compass, c'était plus donc, AWS. Bon, là, pour X raisons, on est parti sur Azure. Et donc, même chose, on a migré donc, SAP sur Azure. Pareil, donc approche extrêmement prudente, formation des équipes, choix d'un partenaire pour nous accompagner. Et on l'a fait. C'était pas un gros pays, hein, c'est pour L'Oréal, c'est pas les. Mais on l'a bien fait. Et il s'est recréé ce qui s'était passé, ce que j'avais vécu chez Compass, à savoir le buzz, quoi. Les deux personnes qui étaient le plus fiers d'avoir migré dans le cloud et qui en parlaient à toutes les réunions internationales, enfin, c'était le CFO du Mexique et le CEO, tellement ils étaient contents, tellement ils voyaient la qualité de service qui s'était améliorée. Et puis le CFO, il avait bien vu ses coûts, parce que lui, il voyait ses coûts qui avaient baissé. Donc, extrêmement positif. Et là encore, ben, une fois que le buzz est créé, d'où l'importance du choix du premier projet quand même. Et ben, on a continué à dérouler, quoi. Donc, dans la foulée, c'est le Brésil, c'est l'Argentine qui ont suivi. Là aussi, tout ce qui était disaster recovery, ça s'est amélioré. La qualité de service s'est améliorée. Et ça a continué. Et pareil, avec une migration qui se fait dans le temps. Donc, et à chaque fois, donc, un impact majeur en termes de coûts. Des plans de reprise d'activité qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient auparavant, un impact sur le business qui est extrêmement positif, et quelque chose que L'Oréal est en train de mesurer aussi, parce qu'ils sont très très impliqués là-dessus, et c'est génial, c'est l'impact carbone, donc pour que ça soit aussi extrêmement positif. Donc là aussi, le retour d'expérience, c'est faites des tests. Attention au temps que vous allez passer à migrer vos données dans le cloud. Attention à vos systèmes périphériques et attention à choisir donc le bon partenaire pour vous. Voilà, donc je vais m'arrêter là.